Les riches qui peuvent être candidats. Les pauvres n'ont qu'un droit, c'est d'aller voter. Parce que notre pays a géré la démocratie avec une forte corruption. Il y a des choses qui vont se passer. Vous allez voir des candidatures sortir de nulle part où tu te dis, mais le gars, il a qui derrière lui? Peut-être son père, sa mère, etc. Donc, il y aura ça. Ce sont les riches qui peuvent être candidats. Le président Kamto demandait 6 milliards. Ce n'est pas banal. Les élections sont hors de prix. Ce n'est pas possible. Plusieurs fois où quand on va battre campagne dans certaines contrées, c'est le commandant de brigade qui dit, si je vois encore une affiche ici d'un parti d'opposition, je vais vous mettre tous en prison. Et il y a des candidatures que vous verrez. Vous allez vous demander, mais il a quelle chance? Mais il y a déjà des gens qui ont été contactés pour dire que, bon, allez, lance-toi. Ça va nous aider à réduire l'électorat de tel opposant. Bon, c'est nous qui te donnons l'argent. Lance-toi. Et on va te donner tes 300 signatures. Elles vont être validées. C'est-à-dire que l'administration va te chercher les 300 signatures. À condition que, dès 20 h, tu annonces que tu respectes le verdict des urnes. C'est-à-dire que le résultat n'est même pas encore sorti, tu t'es déjà couché. Pour dire que je respecte le fait. C'est-à-dire, ce sont... Dans tous les cas, il y aura un impact. J'ai bien suivi toute la gymnastique intellectuelle de M. Bengono, l'honorable Bengono tout à l'heure, qui tentait de convoquer... l'honorable, vous citez la constitution du pays. Hein. Non. Quand il dit que le secrétaire général de la présidence de la République est l'interface entre la présidence et le gouvernement, il a raison, sauf qu'on parle bien du gouvernement. Nous sommes là dans un cadre purement étatique au plan institutionnel. Là, nous sommes dans un environnement préélectoral et on a bien vu, écoutez-moi, on a bien vu tous les acteurs qui ont été reçus à la présidence de la République faisaient tous partie du RDPC. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu une invitation à prendre part à ces concertations. Et là, je parle là des membres du gouvernement et des parlementaires. Des parlementaires, certains parlementaires, la plupart des parlementaires qui sont de l'opposition n'ont pas été invités, n'ont pas été conviés à cette concertation. Certains membres du gouvernement qui sont de l'opposition n'ont pas été conviés. Et il y a encore quelques jours, je suivais la représentante de l'UNDP sur un plateau qui rappelait qu'elle aurait bien aimé voir son patron à cette concertation-là, mais que son patron n'a reçu aucune invitation. Le ministre Bello Bouba, il me semble que jusqu'alors, on ne nous a pas parlé d'une démission formelle de M. Bello Bouba à la tête du ministère du Tourisme et des Loisirs, n'est-ce pas? Donc, il aurait bien, si effectivement, on recevait tous les membres du gouvernement, recevoir également M. Bello Bouba Gari. Donc, j'ai dit que c'est de la gymnastique intellectuelle. La réalité, c'est qu'on a choisi un cadre qui n'aurait pas dû être la présidence de la République pour recevoir une réunion monopartisane. En l'occurrence ici, le RDPC. Il me semble que le RDPC a un parti où tout cela aurait bien pu se passer. Et maintenant, ce qui pose même la question... Il n'y a pas de maison de parti. De maison du parti. Et il me semble que ce qui pose même la question comment dire, du délégataire, de l'initiateur de cette réunion ont aussi raison. Mais que fait QET, comme disait Libi Lobé tout à l'heure? Non, la réalité, c'est que nous sommes en plein dans la confusion. Et je le suis dans ce qu'il disait tantôt. Effectivement, aujourd'hui, le président de la République peut faire ce qu'il veut. Ça arrange ceux qui veulent bien que ça arrange parce que c'est le président de la République. On est habitué à ce genre de confusion et on a l'habitude de fonctionner comme ça. Maintenant, dans la question de fond, oui, cher ami, ces démissions auront forcément un impact. Monsieur Bello Bouba, qui démissionne aujourd'hui et qui est taxé par le patron du recteur Onangini comme quelqu'un dont l'impact ne servira à rien. Le professeur Famdongo oui, vous avez suivi sa déclaration. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Mais qu'il se souvienne que c'est le même Bello Bouba qui a sauvé ce régime en 1997, quand ce régime tanguait. Et venir donc dire que sa démission ne servira à rien, il n'y aurait pas de secousse, c'est totalement prendre cette actualité par le haut. Et c'est ce qu'on reproche au RDPC.
pendant que le pays... Vous voulez parler de cette arrogance? Oui, cette arrogance. Cette suffisance. Pendant que le pays plombe dans une incurie généralisée, vous trouvez quand même des personnalités d'un certain rang qui viennent vous dire que non, tout va bien dans le meilleur du monde, ainsi de suite. Nous sommes en plein Titanic. Et donc, qu'ils fassent très attention. Parce que ce que nous observons n'a rien à voir avec ce qu'ils voient avec leurs yeux. Je suis intrigué quand j'écoute un peu la peinture de l'honorable Bengono tout à l'heure. Je me dis, mais nous parlons du même Cameroun, qui a quand même des institutions qui sont... Monsieur Essomba Bengono, excusez-moi. Excusez-moi, honorable. Se tromper. Honorable, excusez-moi. Sur le nom, je me trompe sur le nom. Il se trompe sur mon nom. Il peut se tromper sur beaucoup d'autres choses. Pas du tout, pas sur l'analyse. Si vous trompez là sur mon nom, pas sur l'analyse surtout. Je vous présente sur l'analyse, vous pouvez aussi vous tromper. Sur l'analyse, je ne peux pas me tromper. Vraiment, je m'appuie sur les faits. Maintenant, je sors. Oui, on va jeter David. Mon nom, c'est un fait. Je sors en disant que, monsieur Bengono, vous n'allez pas me... Vous voyez? Et vous le prenez encore. Monsieur Essomba Bengono, vous n'allez pas... Vous vous appelez quand même temps Bengono, non? Non, je m'appelle Essomba Bengono. Oui. Je peux pas l'appeler autrement que David Eboutou. Mais moi, je ne peux pas me tromper sur votre acte de naissance, honorable. Vraiment, il y a un ordre dans mon ordre de naissance. C'est Essomba Bengono. Ce n'est pas parce que c'est moi qu'on va changer l'ordre. Si quelqu'un m'appelle Étoile, et ça, c'est pas mon nom. Non, c'est votre nom, mais toi ici, parfait. C'est pas votre nom. Ok, David, vous allez chuter. C'est de respecter mon nom. Voilà. Alors, merci beaucoup, honorable Essomba Bengono. Voilà, c'est bien dit. Alors, quand je l'ai dit, qu'on ne se trompe pas, oui, il y aura une reconfiguration politique avec ces démissions. Mais nous nous étonnons davantage que cela continue de passer comme si, comme lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une intention institutionnelle de constater qu'il y a aujourd'hui des absences qui sont interloquées par ceux qui nous regardent et qui, à raison, pensent donc que le président n'est plus là. C'est compris. Alors, vous voyez la gymnastique à laquelle vous-même vous êtes obligé de vous livrer entre le président de la République et le président du RDPC et le palais de l'unité, la permanence du RDPC, les parlementaires RDPC qui ne sont pas conviés comme groupe parlementaire, mais qui sont conviés du point de vue communautaire. Parce qu'on vous a dit que le centre et le littoral vont passer mardi. C'est donc des réunions politiques. Régional. Non, c'est des, je dis bien communautaires. Par région. Le petit jeu auquel l'honorable Sumba Bengono, si vous l'appelez Bengono, c'est lui toujours. Vous savez, Onangini s'appelle Guinée. Son vrai nom, c'est Guinée. Mais en France, on n'accepte pas que le patronyme vienne en deuxième position. C'est pour cela qu'on avait mis le nom de son père Oona. Il est l'homonyme de son grand-père, il s'appelle Guinée. Et M. Essomba Bengono, son père s'appelait Bengono. Donc il s'appelle Bengono. Non. Au village, Essomba Bengono, le fils de Bengono. non, Bengono qui est devant nous ici, ce n'est pas la France. à qui on a voulu donner un... C'est ça l'objet. Non, il ne me perturbe. Moi, il ne peut pas me perturber. Je vais montrer que la technique, c'est en fait la même intelligence qu'il a à faire l'amalgame. Il le fait volontairement. Et Essomba Bengono est un monsieur très intelligent que le RDPC utilise pour nous jeter dans l'amalgame. Il a dit aux populations de retenir que ce qu'on veut faire là est faux. C'est ce qu'il dit qui est faux. Mais ce n'est pas faux en soi, c'est lui qui le rend faux. Alors, revenons. Vous avez vu que le secrétaire général a convoqué une réunion mardi. Tout à fait. Le secrétaire général du RDPC. La vérité, c'est qu'on est allé dire au président Paul Biya que Jean-Claude était en train de lui arracher le RDPC. Ah bon? Oui. C'est pour cela qu'il a créé un deuxième RDPC au palais. Et Jean Kuete aussi dit donc en attendant, comme je sais que tu es bien fatigué, le même jour, observez, Jean Kuete le même mardi, il convoque le Fundi, le centre à la permanence. Il faut que je vous éclaire. Non, vous allez éclairer après Sumba Bengono. Donc, le même jour, Jean Kuete convoque les mêmes parlementaires. En fait, c'est ça que le docteur Eboutou appelait le Titanic. Le bateau RDPC a pris de l'eau depuis. Vous demandez pourquoi. Le SGPR, moi je le trouve malheureux. C'est pas lui qui usurpe. Mais le père va s'appuyer sur qui? Le père ne peut que s'appuyer sur celui qui est tout proche là. Il va, Kuete lui-même est dans la même situation que Biya, il n'est pas très loin de là. Mais quand même, le SGPR est encore relativement jeune. Et il est à côté, il est à la maison. En fait, ils essayent.
Ce n'est pas un rassemblement, une convocation d'une institution par une autre institution. Si. Non, c'est une convocation politique bien ciblée. Et je vous fais même lire, parce que le texte dit que le président instruit le SGPR toute autre affaire cessante. Dans le langage administratif, c'est qu'on lui dit de tout arrêter pour... C'est écrit, c'est écrit. Vous voulez que je vous lise le texte? Je vous le lis donc. Dans le cadre de l'intensification des activités préparatoires à l'élection présidentielle de 2025, le président de la République, son Excellence Paul Biya, instruit le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Ferdinand Gongo, de conduire toute affaire cessante à compter de ce jour. Vous demandez là où je l'ai lu, donc vous pouvez vous tromper. Et là, vous êtes en train de vous tromper. Le texte est clair. De conduire jusqu'à compter de ce jour, mardi 1er juillet 2025, et ce, jusqu'au mardi 8 juillet 2025, des séances de travail avec des membres du gouvernement et les membres du Parlement, sénateurs, députés. Voilà. Donc, ce qui n'est pas écrit ici et qui est vrai, c'est que c'est les sénateurs et les députés RDPC. Bon. Donc, c'est une réunion politique organisée au mauvais endroit, dirigée par la personne qui n'y a pas droit et autorité. Mais, les uns l'ont dit avant moi, le président Biya ne nous demande plus notre avis sur quoi que ce soit. Il est tout puissant. Il peut même dire que ce n'est même pas le SGPR. Il décide même que c'est David Eboutou. C'est-à-dire que David Eboutou quitte ici. Demain, il part prendre ça, il continue. Et on va vous dire que le président, dans son pouvoir discrétionnaire, peut le faire. On a seulement fait une en tant que chef institutionnel et politique. Donc on a fait une petite gymnastique. Non. Il faut que les Camerounais retiennent que ceux qui viennent leur dire ce genre de choses, leur disent des mensonges qu'ils ont préfabriqués. Ça, c'est les préfabriqués d'Olembe qu'on vient vous poser là, qui ne donnent rien. Le chef de l'État ne peut pas confondre sa posture de chef de l'État avec sa posture de président de parti. La permanence du RDPC, c'est un parti qui n'a même pas pu se construire une permanence à Yaoundé. Mais ils ont quand même arraché un domaine ici, au niveau des ministères des Mines, là, quelque part, là, qui était là-bas. L'ancien ministère de l'eau. L'ancien ministère de l'eau. Donc, ce parti-là a une permanence. Et ce parti a encore un secrétaire général qui peut mener les activités avec les membres du RDPC. Aucun de ceux qui ont été convoqués là-bas n'a été convoqué en sa qualité de technocrate, mais en sa qualité de membre du RDPC. Certainement, pour ceux qui l'ont initié, il y aura certainement un impact. D'abord, à partir du choix du lieu, je crois que nous sommes presque d'accord que le choix de ce lieu-là ne devrait pas l'être. Parce que c'est le palais. Vous insistez, vous persistez. J'insiste là-dessus. Le reste relève de la gymnastique intellectuelle. À moins que celui qui habite le lieu soit déterminé à ne plus jamais le quitter. Ah voilà. Et donc, quand je l'ai dit, je crois que cela peut également dénoter d'une certaine frilosité qui habite aujourd'hui les membres du parti au pouvoir, qui font des choses en secret, qui communiquent à travers une autre rhétorique, mais quand il s'agit des explications, ils viennent déverser autre chose. Parce que moi, j'ai bien lu les rendus de ces réunions de concertation. Il s'agit bien, j'ai lu le rendu de la CRTV. C'est sûr, c'est page numérique, monsieur Essomba Bengono. C'est pas la CRTV qui fait... Bon, laissez-moi aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc, quand j'ai lu ces rendus des médias qui ont couvert ces différentes réunions de concertation, il s'agit bien d'un groupe de travail stratégique qui consulte des parlementaires RDPC et des membres du gouvernement du RDPC en vue de la candidature du président Paul Biya. C'est bien écrit. Donc, il aurait donc fallu honnêtement, qu'on nous dise qu'on a décidé cette fois d'utiliser un cadre étatique pour justement mener des actions monopartisanes. On peut donc comprendre que le président Paul Biya est entré en campagne électorale. Non, il est en campagne. Et il bat sa campagne au palais présidentiel. Tout ce que nous voyons là, le président est parfaitement en campagne. Vous avez suivi le patron de M. Onanguinier au sorti de là, qui a rappelé que le Sud est mobilisé pour faire gagner à travers le sol granitique et toutes ces expressions souvent creuses que l'on connaît de lui. Donc, quand je l'ai dit, il y a... Non, pas du tout. Moi, je reste sur les faits, professeur. Et donc, quand je l'ai dit, quelle faiblesse?
David Boulon est en train de vous embrouiller. Hein. Oui, c'est une technique pour les débatteurs, pour que vous ne puissiez pas dire exactement ce que vous voulez dire. Absolument. Mais je crois, comme je le rappelais tantôt, que cela dénote d'une grande frilosité. Cette frilosité va justement dans le sens d'épouser les grandes démissions que l'on a vues ces derniers temps et qui font qu'on voit très bien que des partenaires granitiques du pouvoir aujourd'hui s'en désolidarisent ouvertement. Ça relève de l'inédit, ce que nous vivons là. Et ça vient conforter les positions des uns et des autres qui vont dans le sens de croire que le président aujourd'hui ne jouit plus de la même vitalité. Et comme il ne joue plus de la même vitalité, il y en a aujourd'hui qui usurpent son pouvoir, veulent parler en son nom, veulent agir en son nom, d'où les démissions qui prétextent justement sur ces raisons-là, parce que ceux qui ont eu une alliance directe avec le président ne veulent plus continuer à bénéficier d'un mandat par procuration. Vous avez suivi M. Chirouma par exemple, qui vous a dit que l'une des raisons sur lesquelles il s'appuie aujourd'hui pour partir, c'est parce qu'il a l'impression que, voilà, les ordres qu'il reçoit viennent de quelqu'un d'autre. Et cette personne-là est connue. C'est celui qui mène aujourd'hui les concertations que nous discutons aujourd'hui. Donc, impact, oui. Et je crois, et cela rejoint le propos en prologue que je disais tantôt, qu'il faut peut-être que le RDP sorte de ce piédestal. Non, les temps ont changé. Qu'ils lisent la météo politique. Il y a quelque chose qui se dessine. Au-delà de l'incurie généralisée du pays, au-delà de la frustration générale du pays, il n'y a que les Camerounais, tous sont mordicus accrochés à cette élection qui arrive là pour créer le changement. Et je crois que cette frilosité qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une confusion générale, qui fait qu'on ne sait même plus est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est le parti, on raconte n'importe quoi et tout, et finalement, on en vient à constater simplement que le pays va mal. Et celui qui doit tenir la bague, lui-même nous amène à développer des analyses sémiotiques. C'est-à-dire qu'on analyse par la gestuelle de monsieur Ngongo, on analyse par les actes du RDPC, parce que lui-même ne dit plus rien. Donc, nous sommes donc en droit de nous interloquer à partir de ces postures qui ne ressemblent pas les postures qu'il avait il y a 20, 25 ans, ou quand il jouissait encore d'une certaine vitalité politique. Merci. Alors, si nous prenons étape par étape, le ministre Sadi parle du 50-50. Si vous êtes fort en arithmétique, 3 ou 4 ans après le président Paul Biya. Ouais. L'incertitude était encore plus grande quand Paul Biya parlait. Paul Biya disait, le moment venu. Vous saurez. Vous saurez. Le ministre Sadi n'a plus dit le moment venu. Parce que le moment était déjà venu. Ou le moment est venu. Sadi reste donc prudent. Et Sadi parle effectivement sans arrogance parce que lui, il n'a pas vu Paul Biya depuis. Il ne sait donc pas si ce type qu'il n'a pas vu depuis va être candidat. Il ne va pas aller dans l'arrogance de celui qui va parler par la suite. Mais est-ce que tu es sûr qu'ils ne se sont pas téléphonés? Il a dit 50-50. Pour rester prudent, quelle que soit l'orientation que la chose prendrait, Sadi ne serait pas confus et honteux. Mais comme il y a des gens qui ne se gênent pas d'être confus et honteux, rappelez que le ministre d'État Famen Ndongo avait annoncé une fois que Paul Biya était dans l'avion. Et Paul Biya n'était pas arrivé. Il n'a pas dit où est parti l'avion. Lui ne connaît pas la honte. Ah, vous n'allez pas. Mais Famen Ndongo a dit quand même la même chose que Sadi. Parce qu'il est coutumier du fait. Quand Sadi a dit 50-50, Famen Ndongo a dit 50 et 50. Ça fait 100. 100. Donc, lui, il a dit 50 et 50. Donc, dans tous les deux cas, président Paul Biya sera candidat. Mais il est allé plus loin. Il ne s'est pas limité à ça. Il a pris le soin de mettre en relief le discours du ministre Sadi. Il aurait pu parler ex-qualité de secrétaire à la communication du RDPC. Mais rappelons que le ministre d'État Famen Ndongo a été porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire qu'il connaît le poids de la parole du porte-parole. Et on l'a invité, effectivement, pour créer cette cacophonie. Et la cacophonie n'est pas restée entre les deux. Elle s'est poursuivie au palais, entre d'autres et Sadi, dont le but était ici, pour un groupe, de montrer que les Sadi font partie des gens qui veulent jeter le doute sur la possibilité de candidature d'un immortel. Parce que c'est de ça qu'il est question.
il y a des gens ici qui vous présentent, eux-mêmes vous diront que si vous avez une profondeur d'analyse, vous verrez que Biya sera candidat. Mais il n'y a aucune certitude humaine que Biya puisse être candidat, quand même lui-même le désirerait. Je dis donc clairement, il n'y a pas seulement cacophonie au sein du gouvernement, il y a cacophonie au sein du RDPC et il y a cacophonie au sein des créatures. Il y en a qui revendiquent d'être des plus vieilles créatures, qui sont offusquées de voir de jeunes créatures venir défier les vieilles créatures. Donc c'est une guerre des créatures. Des créatures face à leurs créateurs. Mais et que dit le créateur? Le créateur, malheureusement, n'est pas un créateur à la manière de Dieu. C'est un mortel, malheureusement. En fait, les créatures ont peur du départ du créateur. Ils ont certainement raison, parce qu'au-delà des tournures langagères que je viens d'entendre ici et là, il y a que nous venons effectivement d'assister à une grosse confusion qui conforte les uns et les autres dans le questionnement qui commence à tourmenter nos esprits depuis bon nombre de temps aujourd'hui, à savoir que est-ce que nous sommes effectivement encore gouvernés par celui que nous avons bien voulu porter en 2018 à la tête de ce pays? Je ne crois pas que si la réponse ou la sortie du ministre Sadi était allée dans le sens voulu par quelques hiérarques du RDPC, si cette sortie était convaincante ou si elle était allée dans le sens de ce qu'ils avaient arrêté comme élément de réponse à apporter à l'opinion, si effectivement cela les avait arrangés, je ne crois pas que la créature serait sortie. La créature est sortie en hâte le lendemain, simplement parce qu'ils... Pas le lendemain, le même jour. Le même jour, voilà. Parce qu'ils ont déjà interrogé le timing. Le timing trahit quelque chose. Ils ont bien eu l'impression que le ministre Sadi venait de trahir une stratégie qu'ils avaient planifiée et qu'ils entendaient servir à l'opinion. Et c'est pour cela qu'il a couru également dans un média international apporter la réplique à son collègue du gouvernement. Donc, je ne vois pas une façon pour la créature de compléter le propos de son collègue du gouvernement. J'y vois plutôt un désaveu public. Et d'ailleurs, nous sommes tous Camerounais, nous ne sommes pas des Tchadiens. Nous écoutons des choses ici et là dans quelques salons feutrés. Aujourd'hui, vous savez très bien, parfois ici vous êtes un journaliste d'investigation, qu'on prête déjà au ministre Sadi un certain nombre de velléités. On lui prête quelques intentions, simplement parce qu'il aurait parlé du 50-50. La vérité, c'est que si on interroge même les trajectoires politiques, professionnelles, administratives des deux hiérarques du RDPC qui sont sortis, qui est à même aujourd'hui de nous rassurer quant à sa sincérité sur cette sortie-là? C'est le ministre Sadi. C'est le ministre Sadi qui, lui, peut se positionner discursivement et m'amener, moi et Boutou, à croire qu'effectivement, lui, il parle effectivement en toute logique avec ce que pense le président. Pas, comme l'a dit Niemek, le discours des créatures qui nous ont habitués à nous traîner dans des mensonges les plus terribles. Ils n'en ont même plus honte. Et donc, pensez aujourd'hui que sa sortie, et j'ai bien aimé le jeu d'arithmétique politique auquel s'est livré Niemek tout à l'heure, lundi 50-50. L'ordre dit 50 et 50. Alors qu'il aurait bien pu dire 55 et 45. Qu'on se retrouverait ici dans les mêmes analyses et les mêmes conjectures d'analyse. Mais l'autre dit 100% catégorique. Mais on veut quand même expliquer que non, il est venu compléter, non. Mais à la fin quand même, David Eboutou, parlons peu, parlons vrai. C'est donc le ministre d'État Farman Ndongo qui a eu raison. Est-ce que le président de la République vous a dit déjà formellement qu'il sera candidat? Mais le SGPR a clairement vous l'avez vu, a dit aux délégations qu'il le recevait récemment au palais que le président sera candidat. Est-ce que vous avez vu le président de la République? Est-ce qu'il s'est prononcé? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui qui parlent du 100%, qui sont les mêmes dans les salons feutrés, à accuser celui qui les a reçus il y a quelques jours d'être un imposteur? Ah bon? D'être un usurpateur. Ah bon? De quelqu'un qui n'est pas gradé politiquement comme eux. Mais attends, nous sommes tous Camerounais. C'est ce qu'ils disent du SGPR. Nous sommes tous Camerounais. Est-ce que le SGPR est membre du bureau politique? Non. Est-ce qu'il est même membre du comité central? Pas du tout. Alors, en quelle qualité? Puisqu'il a reçu
il était président d'un comité stratégique pour la candidature et la réélection du président Biya. Alors, en quelle qualité? C'est toujours le secrétaire général? Puisque les prérogatives du ministre secrétaire d'État à la présidence de la République sont connues. Il a l'interface entre la présidence de la République et le gouvernement, ou alors les autres institutions. Mais quelle est la qualité aujourd'hui qui peut nous convaincre de ce que, voilà, il y a une réunion tenue au palais pour la réélection de M. Biya? Mais est-ce qu'on cherche à vous convaincre? Ah, ok. Elimi me dit qu'on ne cherche pas à nous Ensuite, convaincre. David. Sortons donc là pour dire que je crois que c'est la confusion qui, aujourd'hui, veut être expliquée. Mais la réalité, et c'est cela que les Camerounais ont constaté, c'est que c'est lui qui, en réalité, est habilité à fixer les Camerounais sur leurs interrogations aujourd'hui. Lui-même, il est absent. Et c'est d'ailleurs pour cela que je continue de penser que jusqu'à la dernière minute, les incertitudes vont continuer de planer. Et qu'on n'empêche surtout pas ceux qui continuent d'interroger la réaction du président en rapport avec tous ces désordres qui se passent, de le faire. Parce que nous connaissons les postures, les us, les mouvements et même les signaux. Quelqu'un parle souvent de sémiotique. Nous connaissons comment le président s'exprime d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui, on en vient à avoir cette confusion à un très haut niveau, cela veut dire ce que ça veut dire. Mais surtout, cela veut dire qu'il y a une panique à un très haut niveau qui amène les uns et les autres à se demander ou à forcer même la main du président de la République. Qui vous a dit qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle? Pourquoi, depuis lors, les uns et les autres multiplient la gesticulation dans tous les sens pour l'amener à se représenter? Je crois que c'est tout cela qu'on met dans cacophonie, c'est tout ceci qu'on met dans gesticulation. Et ces Camerounais qui pensent ainsi ont parfaitement raison. Ngongo serait candidat de quel parti? Pour l'instant, lui, il est secrétaire général à la présidence de la République. Pourquoi il était nécessaire qu'il dise cela? Permettez que je... Non. C'est l'envoyé du prince. Non, il n'a aucun appareil. Il n'était pas nécessaire qu'il dise cela. Et s'il l'a dit, je vous dis une seule chose. Allons-y. Nous nous trouvions dans une situation où le marié avait bu entre la signature de l'acte de mariage et la fête du soir. Et il était sous-couché. Les gens allaient le supplier qu'il ait attendu dans la salle. Et ces gens venaient nous rassurer en salle que les mariés arrivent. Le marié est là dans 5 minutes, mais le marié était dans un état qui ne lui permettait même plus de quitter la chambre. Et qui est le marié ici? C'est à vous de voir. Comparaison des pareils. Je n'ai pas comparé, j'ai illustré. Oui. Alors, est-ce que l'opposition camerounaise est prête? Je ne saurais répondre sentencieusement à cette question. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut constater avec toute la réalité et toute la lucidité du monde qu'effectivement, pour moi par exemple, qui est pris par un certain nombre de congrès invités par certains leaders politiques, tous par exemple se sont proposés d'être des candidats à la candidature de la présidentielle. Personne n'a évoqué un aspect allant dans le sens d'une éventuelle coalition. Moi, j'ai été invité spécial au congrès du SDF. On n'a pas évoqué cette question. J'ai été au congrès du PURS, je crois d'ailleurs avec Elie Bilobé. Je n'ai pas entendu cette éventualité ou cette hypothèse. J'ai été au congrès de mon ami Cabral Lébi. J'ai été au MLDC et même au congrès d'une faction de l'UPC, de l'investiture du docteur Yam. Donc, il faut donc aujourd'hui s'inscrire peut-être sur une perspective essentiellement réaliste. Et la perspective réaliste, de mon point de vue, c'est d'explorer quelques voies qui peuvent amener ce que je considère comme les forces du changement à travailler pour mettre la victoire de leur côté. Et l'un des aspects auxquels je scrute depuis quelques années, c'est celui, par exemple, de voir comment mobiliser des scrutateurs qui pourraient travailler pour la dynamique des forces du changement, puisque manifestement, il n'y aura pas de candidature consensuelle. Il pourrait y avoir... Ah bon? Non, il n'y en aura pas. Non, c'est terminé là. Il n'y en aura pas. Il peut y avoir des coalitions conjoncturelles, n'est-ce pas, des petites coalitions conjoncturelles, mais qui n'auront pas grand impact, n'est-ce pas, parce que n'oublions pas, quand on parle de coalition conjoncturelle, si aujourd'hui même il y a une candidature consensuelle au niveau de l'opposition, le pouvoir également peut en créer. Vous savez qu'il y a des petits partis qui tournent là, tout autour là, et on peut justement les mettre ensemble et sortir une figure qui viendra émietter les voix de cette candidature consensuelle là. Mais ce que j'observe m'oblige à constater qu'il n'y aura pas de candidature consensuelle. Mais moi, ce qui est intéressant,
avec la convocation de ce corps électoral, c'est aussi le fait qu'on va un peu sortir de ces débats qui nous ont beaucoup ennuyés et qui nous ont pris énormément de temps. Vous voulez parler du fameux mandat impératif? Alors là, c'est la vérité. Parce que moi, au-delà du fait que j'ai beaucoup appris sur les contentieux de droit et je me suis félicité de n'avoir pas pris mon inscription quand j'entrais à l'université en droit, parce que j'ai véritablement compris que les juristes de mon pays sont tous des embrouillés pour la plupart. On nous a, pour quelque chose qui semblait assez clair, on nous a fait des étirements du droit, on nous a sorti des explications parfois surréalistes qui n'avaient rien à voir. Et aujourd'hui, on en vient même à classifier ces juristes-là d'un camp comme dans l'autre. Ce qui vous démontre, à partir de leur position d'autorité, parce qu'ils disent qu'ils sont constitutionnalistes, qu'on peut être un élu et parti d'un parti politique qui vous a investi et auquel vous avez appartenu jusqu'à votre mandature et démissionner en cours de mandature pour appartenir à un autre parti politique et transférer votre légitimité de ce côté-là et permettre à ce parti de candidater s'il n'a pas d'élu. Nous avons découvert des contentions comme celle-là et donc, pour mettre fin à tout ceci, je crois que ce moment est venu pour que la vérité soit là et que les uns et les autres, en fait, ceux qui ont suscité ces débats-là, n'est-ce pas, viennent en répondre. Bon, même comme la honte a foutu le camp chez certains de nos leaders politiques, mais il viendra quand même le moment où beaucoup de ces hommes politiques un peu spécialistes de l'esbrouf devraient quand même dire la vérité aux Camerounais. Pourquoi avoir suscité ces débats-là en ces temps précis-là? Est-ce que c'était pour fuir quelque chose? Est-ce qu'ils avaient des choses à cacher? Mais aujourd'hui que la réalité est là, il faudrait qu'on débatte sur la profondeur des choses telles que la réalité nous les présente aujourd'hui. Alors, je commence par les cas les plus faciles. Il n'y aura pas de candidature de l'UPC. Ah bon? Oui, pour deux raisons. La première, elle est, on peut dire, juridique. L'UPC s'est empêtré dans beaucoup de choses qui l'empêchent de produire les documents qu'il faut. La deuxième, elle est économique. Les différents candidats de l'UPC que vous voyez, ils comptaient sur les levées de fonds. Et moi, j'avais déjà dit qu'il faut arrêter ce genre de choses. Ah, l'UPC est incapable d'avoir 30 millions? Les 4 UPC. Une UPC qui est capable d'avoir 30 millions, c'est celle de Bapor. Et Bapor est derrière Bia. Tout à fait. Bon, les 3 autres UPC n'ont pas chacune ses 30 millions. Mais attendez un peu, le professeur Baïbek ne peut pas avoir 30 millions? Non. Baïbek, c'est mon... Baïbek n'a pas 30 millions. Comment ça? Mais... Comment ça? Je suis là pour répondre à vos questions, mais pas pour le comment. Baïbek n'a pas 30 millions. Et il est donc candidat pourquoi? Il n'est pas candidat puisqu'il n'a pas 30 millions. Mais il a dit partout qu'il est candidat. Il a une intention de candidature. Il a émis une intention de candidature, mais il n'a pas les 30 millions. Donc je passe rapidement sur les UPC. Je viens sur la candidature de Maurice Kamto. Et les autres l'ont dit avant moi. J'ai plein d'amis qui sont passés à l'invective. Ah, tu n'as pas fait droit, il faut souvent te taire quand... Je dis, oui, moi, je n'ai pas fait droit. Moi, je suis dans les us. Non, moi, je suis dans les us. Et moi, je lis la personne du professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto, très fin, voulait qu'on dise qu'il n'a pas, que le MRC a été bloqué. Pourtant, il prépare une sortie ailleurs. Et ces gens-là ne viendront, ils sont comme les gens de Bia, ils ne viendront, et les gens de l'autre, ils ne viendront plus ici nous dire ce qu'est devenu le mandat impérial. Ils se sont déjà tués. Alors Kamto va se présenter et ils vont encore dire que ce que Kamto a fait là est bien. C'est-à-dire que... Bon, donc ça passe. Maintenant, arrivons. Non, Cabral, lui, n'a pas de problème. Comment ça? Non, Cabral n'a pas de problème parce que même le problème qui est en justice demande 9 mois. Or, c'est la dernière décision qui est retenue. Et déclaration pour déclaration, Cabral va déposer la semaine qui commence sa candidature. Vous verrez d'ailleurs des signes qui montraient qu'il allait déposer cette candidature. Lorsque son congrès a été convoqué cette dernière fois, le tout-puissant ministre de l'administration territoriale n'a plus empêché la tenue de ce congrès. Ce sont des signes. C'est des signes. Quand on est dans le... Et puis, je vais donc dire... Quand on est dans quoi? Quand on est dans le milieu politique, on comprend. Je vais donc dire quelque chose. Contrairement à ce que le professeur disait, l'opposition a toujours le temps de se réunir, même à 2 jours. Il y a au moins... On a une intention de candidature sur le plateau, n'est-ce pas? Oui, on en parle tout à l'heure. Non, Valère aussi ne sera pas candidat. Comment ça? Pour 2 raisons. Il n'a pas pu réunir les 300 000. Il ne pourra pas les 300 signatures. Il ne pourra pas les réunir avant les quelques jours qui nous restent. Et la deuxième, il lui fallait quand même 47 millions.
à 77 millions. Mais vous n'êtes pas dans les poches de Valère Non, Bessala. je ne suis pas dans les poches. Vous parlez, parce que lui-même il est présent. Hein. Je peux... Entre-temps, vous parlez de ces 300 signatures. Qu'est-ce que vous en savez? Non, non, il ne les a pas. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que l'opposition commence donc à se réunir autour au moins d'un candidat qui ne pose pas problème. Qu'elle commence au moins à se réunir autour d'un candidat qui... C'est-à-dire que Valère, par exemple, a capté les énergies jeunes depuis longtemps. Est-ce qu'il va laisser ces énergies s'évaporer comme ça parce que lui n'est pas candidat cette fois-ci? Je crois qu'on gagnerait à ce que quelqu'un comme Valère Bessala réoriente son électorat, qui n'est pas des moindres. Quelqu'un comme Baebek a capté un certain électorat, puisqu'il ne sera pas candidat. Est-ce qu'il va laisser cet électorat s'éparpiller comme ça, qui les oriente? Maintenant, ils ont au moins un candidat qu'ils ont vu depuis lors. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à imaginer? Parce que moi, je crois qu'il est urgent que l'opposition, et je le dis, si l'opposition fait même 2 grands blocs, les 2 grands blocs sont capables de battre le RDPC. On n'a pas besoin d'un seul, je dis 2 grands blocs. Il suffit que vous ayez un bloc dans lequel vous avez Valère qui a donné ses voix, le UPC qui a donné ses voix à Cabral par exemple, c'est un grand bloc. Maurice Kamto est un autre grand bloc. Comme Maurice Kamto donne ses voix aussi à quelqu'un? Non, il peut être candidat d'un autre groupe. Ah. Non, je dis que Maurice Kamto... Est-ce qu'on pourrait aussi une figure quand même, Maurice Kamto peut se lever un matin, ces jours-ci, il prend la parole de manière solennelle et il dit que lui ne pourra pas être candidat et il demande au peuple camerounais de soutenir une autre candidature. Non, si Maurice Kamto a une telle élévation, je vous assure, ça va même libérer les âmes captives. Je dis les âmes captives, écoutez bien l'expression, parce que autant les gens sont captifs de Biya dans le RDPC, autant il y a des âmes captives de Maurice Kamto dans le MRC. C'est-à-dire désir voir quelqu'un d'autre, sachant que si Maurice Kamto, je vous prends un exemple, décidait de dire que Bokta est candidat du MRC, vous ne pensez pas que ça va déstabiliser les petites réunions qu'il y a dans le Grand Nord avec les Issa Chiroma et Bello Bouba? Ben, ça va déstabiliser le Grand Nord. Mais s'il décide de toutes les manières de dire qu'il sera candidat, ces 14% pourraient revenir. D'accord, merci beaucoup. Tout ceci rentre en réalité dans un système bien voulu par M. Biya, qui a finalement été érigé en super-homme dans notre pays, parce qu'au fond, c'est le président de la République, finalement, qui fait et défait la météo politique dans notre pays. Parce que quand vous regardez le fonctionnement de l'opposition aujourd'hui, ils essaient de s'adapter aux us, aux postures de M. Biya, qui lui donne presque le ton. C'est d'ailleurs pour cela, et peut-être à raison, que les uns et les autres, et notamment dans les forces du changement aujourd'hui, souhaitent que le président ne soit pas candidat pour leur faciliter la tâche. Parce qu'au demeurant, c'est un système finalement que ceux des acteurs du changement qui veulent le changement combattent. Aller à une élection aujourd'hui contre le RDPC de M. Biya, c'est aller à l'élection contre l'appareil politico-administratif, l'appareil politico-judiciaire, toutes les institutions, hein, en dehors du fait que le RDPC même en soi est déjà une machine. Et ce n'est donc pas quelque chose d'aisé que d'y aller. Et donc, c'est donc quelque part une explication qu'on peut retrouver chez quelques acteurs politiques. Vous voulez dire que le résultat est déjà connu en avance? Certainement, mais je crois que... Est-ce que ce n'est pas également de nature à décourager l'électorat, ou alors une bonne partie de l'électorat? Pas du tout, pas du tout. Chaque problème a forcément une solution. Mais ce que je veux dire, c'est que la problématique ou alors la situation actuelle qui sévit dans l'opposition prédispose même nos opposants ou nos acteurs politiques à se positionner davantage comme des gens en quête de positionnement. C'est-à-dire que, je réponds là à Bel et Limbilobé, c'est-à-dire que ceux qui sont candidats aujourd'hui, parce que tu comprends très bien sa crainte se situe au niveau de la désacralisation, même d'un moment comme celui-ci, qui doit concentrer toute la population
à élire celui qui doit quand même porter notre destinée pendant les 7 prochaines années. Mais bon, voilà, ça devient un vaste moment de blagues, d'intrigues, où on ne sait plus où on va. Donc, moi, je pense que les uns et les autres ont pris conscience de ce qu'on a une muraille en face. C'est la muraille RDPC. Et ce moment devient donc un moment privilégié de positionnement, de logique en réalité, de réseautage, qui peuvent mettre certains acteurs politiques en avant pour justement être cooptés le moment venu. Parce que dites-vous très bien, en face, il s'agit d'une véritable muraille. Et nous, alors moi j'ai conduit un mouvement pendant longtemps qui en appelait à ce que le président ne soit pas candidat, simplement parce que j'avais déjà fait cette lecture-là. Maintenant, est-ce qu'en face il y a des blagues? Non, forcément, tout le monde n'est pas un blagueur. Il y en a qui pensent réellement que par les stratégies qu'ils multiplient au quotidien, on peut aboutir à un changement, ce que j'en doute quelque part. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, il y a une dynamique, et je ne sors pas là, il y a une véritable dynamique, une volonté de changement qui bout en ce peuple-là que nous croisons au quotidien. C'est-à-dire tous les secteurs d'activité aujourd'hui, tous les Camerounais que vous croisez dans la rue aujourd'hui vous disent qu'ils bouent au fond d'eux et veulent absolument sortir de cet effet d'embouteillage-là qui nous a crispés pendant longtemps, et ils en appellent à une décrispation. Cette décrispation-là pourrait venir du président de la République lui-même, qui aujourd'hui, s'il décide qu'il ne va pas, je peux vous assurer, ce sont des tonnes de Camerounais qui vont applaudir et l'accompagner vers le destin qu'il a toujours voulu, à savoir sortir par la très grande porte. Merci.